Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Amélie Abraham, fondatrice de Conversation Santé et ça me rend vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vois que vous êtes plusieurs à connaître la belle tradition de Conversation Papillon avec la Valse des pays. Donc, dites-nous, rendez-vous dans le chat, dites-nous d'où vous nous rejoignez. De mon côté, je suis à Québec dans notre bel automne qui arrive. À pareille date, il y a un an, j'étais au Mexique pour 6 mois et j'ai manqué l'automne, puis ça m'a vraiment fait de la peine. Donc, de voir les feuilles tourner au jaune et orange, la fraîcheur de la température, je trouve ça merveilleux. Donc, je vois qu'il y a Claire de Suisse. Ah, j'ai été en Suisse il y a quelques années, j'ai adoré ce pays-là. Nadia de la Belgique, Laurence de Biarritz, Monia de la Tunisie, Marianne de Montréal, Claudine de Bruxelles. Ah, wow! Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui pour notre premier direct sur Conversation Santé. Conversation Santé, c'est la deuxième communauté née de Conversation Papillon après SOAM. Et Conversation Papillon, pour ceux qui n'ont pas écouté peut-être la petite vidéo de bienvenue que j'ai faite pour notre événement Nourrissez votre santé, c'est mes parents qui ont créé Conversation Papillon il y a 14 ans. Ouais, il y a 14 ans et moi, j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a maintenant bientôt 7 ans et ça fait pratiquement 7 ans que ma mère Annie et moi, on discute de mettre en place Conversation Santé parce que toutes les deux, en fait, c'est elle qui m'a transmis sa passion de l'alimentation saine. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on en rêve. C'est un projet de grande envergure, fait qu'évidemment, ça prend du temps, puis on ne l'avait pas nécessairement jusqu'à tout récemment. Puis il y a un an, on a décidé que c'était le moment. Et il y a 11 mois à peu près, j'ai rencontré Geneviève, puis là, on s'est dit « Oh, wow! Geneviève, elle a sa place sur Conversation Santé. » Avant que je vous présente Geneviève, puis que je l'invite à nous rejoindre, dites-moi d'ailleurs si vous avez écouté ça. À mon avis, vous avez écouté sa conférence si vous êtes avec nous aujourd'hui, mais juste un petit oui pour me dire que vous l'avez écouté. Donc, notre belle Geneviève, je vais vous mettre à l'écran sa présentation ici. Geneviève Labonté-Chartrand est psychologue clinicienne depuis 2008. Elle a œuvré comme psychologue en hôpital psychiatrique où elle eut la chance d'observer, d'évaluer et de traiter des clientèles gravement affectées sur le plan mental. Voyant les limites des soins traditionnels, elle a ouvert son cabinet privé afin de pouvoir venir en aide aux gens de manière plus globale et holistique. Lorsque son fils a reçu un diagnostic sur le spectre de l'autisme, sa vie a basculé. Elle voulait l'aider sans utiliser les médicaments. Les approches traditionnelles donnant des résultats limités, elle s'est mise à la recherche de solutions. C'est à ce moment que s'est ouvert à elle un tout nouvel univers liant la santé mentale et la santé intestinale. Elle a développé, testé et aidé des centaines de personnes avec ses protocoles de traitement axés sur l'hygiène de vie et la santé intestinale. Donc, Geneviève, je t'invite à nous rejoindre à l'écran. Tu peux allumer caméra. Voilà. Bonjour. Salut Geneviève. Je suis toujours un peu émue quand j'entends les gens parler d'une biographie ou de témoignage. Qu'est-ce que OK, j'entre en ordre. Ben, prépare-toi parce que j'ai encore quelques témoignages à te lire. Je suis une sensible. Alors, oui, j'écoute mon... Oui. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Je me sens choyée et vraiment spéciale d'être parmi vos invités sur Conversation Santé. J'avais pas le choix de t'inviter pour une séance de questions-réponses parce que sais-tu combien de commentaires ta vidéo a reçu cette semaine? Non? 444. OK. Ça me prendrait quelques heures pour répondre à chacun des commentaires. Oui. Mais je dirais que le 2/3, c'est des merci, c'est magnifique, j'étais pas au courant, mais le 1/3, c'est des questions. Donc, évidemment, j'ai fait un petit ratissage parce qu'on répondra pas à 120 questions aujourd'hui. Je suis allée chercher les questions qui vont répondre au plus grand nombre de personnes possible. Oui. Mais c'est ça, pour moi, c'était essentiel de t'inviter parce que je réalise à quel point les gens sont pas au courant du lien entre la santé mentale et la santé intestinale. Puis c'est essentiel que tu sois là pour leur enseigner. Avec grand plaisir. C'est mon objectif de partager la bonne nouvelle au monde entier. Hein? Je dis souvent, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs quand on s'est rencontrés. Oui. Alors, en effet, c'est d'abord, ce ne sont pas des connaissances qui sont enseignées d'emblée dans les universités.
Hein? Alors, les professionnels de la santé, on est très peu, voire pas du tout au courant que ça existe. J'ai toujours espoir, comme j'ai enseigné moi-même à l'université pendant quelques années, au bac, à la maîtrise et au doctorat, j'ai toujours espoir qu'on va ouvrir un peu le curriculum éventuellement universitaire. Bon, je suis toujours dans l'attente, mais on peut le faire d'une autre façon. Et ça, c'est une façon de faire profiter des connaissances. Oui, parce que c'est quand même impressionnant que tu aies passé 10 ans sur les bancs d'école et que ce que tu enseignes aujourd'hui, c'est majoritairement ce que tu as appris sur le terrain. Exactement. Oui, bien, des observations cliniques, la curiosité intellectuelle, mais aussi ça part d'un besoin. Hein? Souvent, quand on amène la nouveauté dans une pratique professionnelle ou on ouvre sur des changements, c'est parce que ça vient d'un besoin personnel. Hein? Oui. C'est ce qui m'a motivé beaucoup d'ailleurs. Oui. Donc, avant qu'on tombe dans les questions qui sont très nombreuses, je vais te lire quelques témoignages. OK. Tous, évidemment. Mais c'est parce que je veux les lire parce que je trouve ça important aussi pour que les gens qui écoutent réalisent que on n'est tellement pas tout seul dans nos symptômes puis dans nos problèmes. Donc, de voir que ces gens-là qui t'ont écrit, eux, ça leur donne de l'espoir, ben je pense qu'à chacun, ça peut donner de l'espoir aussi. Christelle, qui est infirmière nutritionniste, t'a écrit « Merci infiniment pour toutes ces informations importantes et à ne pas négliger dans la prise en charge de maladies chroniques, des troubles mentaux, psychiques et comportementaux. » Dominique t'a écrit « Conférence très riche et intéressante, une personne d'une rare qualité qui révolutionne la médecine, un grand merci. » Divergent t'a écrit « Extraordinaire, merci, merci, merci. Infirmière depuis 33 ans, j'ai débordé du cadre de la médecine allopathique pour soigner mes patients au sein même de l'hôpital, mais il me faudrait encore au moins 33 ans pour faire un petit tour de tout ce que je ne connais pas encore. Merci d'organiser ces conférences. Merci d'y participer. Je vous assure que ce n'est pas vain. Christiane, merci énormément à Geneviève Labonté-Chartrand pour son exposé « Êtes-vous toxique? Je ne vois plus l'intestin de la même façon. J'ai tellement appris en peu de temps. Gratitude. » Je pourrais continuer encore. Ouais, je suis déjà émue. Je te jure. Ça a un effet, imagine, ouais. Merci. Je donne une pause. Merci, c'est beau. Je me gère. J'applique mes propres stratégies. Non, mais c'est parce que je trouve ça beau. Je suis émue parce que je dois dire que, évidemment, je pense que ça surprendra personne ici si je nomme que c'est de ramer à contre-courant, ça demande toutes sortes de choses, donc de l'énergie, hein? Oui. Et aussi d'un peu de tamponner des réflexions. Alors évidemment, je fais face à des professionnels qui partagent pas mes croyances professionnelles. Alors, il y a tout un monde où, quand je reçois des commentaires, surtout des gens qui ont apprécié, appris, mais surtout qui se sentent mieux, ça me dit, OK, il faut continuer. C'est mon carburant de motivation. Fait que merci, oui. C'est une belle introduction. T'as beaucoup de carburant, là. Je pourrais t'envoyer ça par la suite. Merci, envoie-moi ça. Je vais lire ça avant de me coucher, là, me pomper l'estime un peu. Puis... Mais ce qui revient dans une dernière chose, je veux dire, sur les témoignages, le mot qui revient le plus souvent, c'est l'espoir. L'espoir, exactement. C'est ça, là, ça... Quand t'as plus d'espoir, je pense que t'as plus grand-chose. Mais quand t'en as... On peut s'accrocher puis filer sur de l'espoir. Hein? C'est incroyable, oui. les effets psychologiques de l'espoir. Je suis bien d'accord. Vraiment. Bon, première question. Et elle est très symbolique, je pense, cette question. Oui. Céline, qui écrit « Merci infiniment, Geneviève Labonté-Chartrand, pour votre intervention. J'ai un fils atteint de troubles du spectre autistique. La toxicité de son corps aurait-elle affecté son esprit? Jamais je n'aurais pensé que le microbiote avait une telle importance sur la santé mentale. » En effet. En fait, on ouvre un dossier de tous les parents qui ont un enfant souffrant d'un trouble, d'une condition neurodéveloppementale. Hein, l'autisme s'inscrit dans un spectre qu'on appelle la condition neuro. Donc, on dit aux gens qu'ils viennent au monde avec cette condition. Donc, quand on dit à quelqu'un qu'il est venu au monde dans cet état, donc, on s'attend aussi à une certaine fatalité. Alors, je peux comprendre la surprise, hein, quand on s'aperçoit qu'il y a peut-être des alternatives et que ce n'est peut-être pas une fatalité. Hein? Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour répondre à cette question? Alors, est-ce que la toxicité a un lien? La réponse, c'est oui. Maintenant, comment cette toxicité a-t-elle un lien? Puis je fais le lien aussi avec mon propre fils, hein, parce que ça me touche vraiment, parce que c'est ce que j'ai vécu avec mon enfant. Eh bien, la littérature actuellement démontre que
la qualité du microbiote. Et quand j'entends qualité, je veux dire le ratio ou la prévalence des bonnes bactéries intestinales versus les bactéries qui sont nocives pour notre santé, parasites, champignons, virus. L'enfant va naître avec une certaine qualité de microbiote. OK? Et aujourd'hui, pourquoi tant d'enfants souffrent de conditions neurodéveloppementales comme l'autisme, comme le TDAH? C'est bien que, malheureusement, en étant soumis à plusieurs stresseurs environnementaux, dont les toxines, qu'on retrouve partout, donc la qualité du microbiote des parents est réduite. Et malheureusement, le parent, ou heureusement dans les deux cas, transmet son microbiote à l'enfant. Donc, certains enfants naissent avec un bagage où ils sont déjà, comment dire, un peu désavantagés par rapport à d'autres enfants. Donc, la toxicité peut affecter le parent et altérer le microbiote du parent et donc ensuite être transmis à l'enfant. C'est assez complexe, mais j'essaie de résumer ça simplement. Et par la suite, l'enfant qui naît avec un microbiote altéré, bien, il peut être soumis à d'autres stresseurs dans l'environnement qui peuvent augmenter sa toxicité. Et si la paroi intestinale, les jonctions sont entrouvertes, eh bien, cette toxicité peut circuler dans la circulation sanguine, traverser la barrière hémato-encéphalique et venir atteindre certaines régions du cerveau. OK. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, c'est très clair pour moi. Peut-être que les gens dans le chat diront autre chose, mais à mon avis, oui, c'est très clair. Oui. Parce qu'avec ton propre fils, tu sais, toi, tu as été dans la même situation que Céline il y a quelques années. Oui. C'est vraiment la réduction de la toxicité là, sur laquelle tu as mis l'accent. Exactement. Alors, la toxicité se retrouve là, dans plusieurs composantes, à commencer dans l'eau qu'on consomme, les produits qu'on s'applique sur la peau, les aliments. Donc, il y a plusieurs volets qu'on doit aborder. Mais de réduire l'exposition à la toxicité permet au corps de régénérer le microbiote intestinal. Permet d'évacuer et permet aux cellules de se régénérer. Le corps est quand même incroyable. Donc, oui, tout à fait. Ça peut être lié à la toxicité, à la qualité de la paroi intestinale et à l'inflammation qui est suscitée dans cette région du cerveau. Du corps, pardon. Je vais pas dire au cerveau, mais dans cette région du corps, dans l'intestin. Parfait. J'allais vers une autre, mais je trouve c'est important de répondre à Anne qui écrit « Qu'en est-il pour les dyslexiques? » Dans la littérature, plusieurs ouvrages convergent dans la même direction. Alors, on parle que tous les troubles des conditions neurodéveloppementales, comme par exemple la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dyscalculie, toutes les 10, là, sont corrélés avec le même genre d'issues et de problèmes. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi il y a augmentation de la prévalence de façon exponentielle chez nos enfants des troubles d'apprentissage. C'est comme si finalement chaque enfant qui est exposé à une certaine toxicité avec son propre microbiote, qui est comme une empreinte digitale, sa génétique qui est propre à lui, sa composante environnementale. C'est comme si l'expression des symptômes peut varier d'un enfant à l'autre. Mais pour certains auteurs, malgré qu'on appelle dyslexie, dysorthographie, autisme, il s'agirait en fait de la conséquence de l'exposition à l'inflammation. OK. Oui. Agnès qui t'écrit « Merci Geneviève. Comment aborderais-tu les addictions afin d'y mettre fin, car la volonté est un maillon faible et vite cassé? » C'est une excellente question. Alors, comment j'aborde, moi, les addictions? OK. Donc, en psychologie traditionnelle, je vais dire dans les approches standardisées ou de thérapie, on va aborder les dépendances avec les composantes cognitives, donc la perception, les composantes de comportementales, donc les habitudes sociales liées autour de la substance, et les composantes cognitives, comportementales et émotionnelles, donc le fait d'utiliser des substances pour réguler certaines émotions. Et donc, en thérapie traditionnelle, on va traiter les substances, l'alcoolisme ou la toxicomanie à partir de ces 3 piliers-là. On va nommer qu'il y a souvent une partie génétique au développement d'un trouble d'abus de substance. On va le nommer en disant, par exemple, ta mère ou ton père souffrait de toxicomanie, donc tu as plus de risques. Mais ce qu'on va oublier de nommer, c'est que
on hérite de 50% du microbiote intestinal de nos parents. OK? Alors, donc, bien que les interventions cognitives, comportementales et émotionnelles puissent donner des résultats très intéressants chez les gens qui sont dépendants d'une substance ou qui font de l'abus de substance, le petit bout qui parfois est difficile, c'est que si l'individu a un microbiote en déséquilibre parce qu'il contient des bactéries qui crave la substance. Quand je dis le mot craving, je veux dire, c'est une bactérie qui va demander sa nourriture. OK? Et on sait, par exemple, que pour l'alcool, il y a des bactéries dans l'intestin qui vont produire de l'éthanol. Elles en produisent. OK? Et elles demandent d'être nourries et elles aiment l'alcool. Et c'est ce qui explique, dans ma compréhension et mon application clinique, que les gens, même s'ils abordent les volets cognitifs, comportementaux et émotionnels, ont souvent énormément de difficultés à sevrer ou cesser de consommer parce que les pulsions demeurent. Parce que les bactéries sont toujours là. Comprenez? Est-ce que ça veut dire que c'est pas seulement l'alcool qui nourrit ces bactéries-là? Exactement. Ben, certains groupes de bactéries dans l'intestin, il y en a qui sont bien connus, qui ont des très longs noms comme ça, latins, vont se nourrir généralement d'alcool, de sucre et de levure. C'est ce qui vient donner un peu le carburant, OK? La farine, l'amidon, les sucres, etc. Et donc, les gens vont me dire parfois, bien Geneviève, moi, j'ai pas de volonté ou j'ai tellement tout essayé, mais c'est plus fort que moi, j'ai des pulsions, j'arrive pas à résister. Et dans le fond, la partie résistance, c'est ce qu'on appelle le manque de volonté dans notre société. Et pour moi, plutôt l'expression d'un groupe de bactéries qui continuent à demander d'être nourries. Tu sais, ce qui fait que c'est tellement difficile de, par exemple, fermer le sac de chips quand on se met la main dedans. Parce qu'on vient nourrir une communauté de bactéries qui aiment l'amidon. Et c'est ce qui fait qu'il est difficile de fermer la bouteille de vin quand on commence à prendre un verre. C'est qu'on vient nourrir une communauté de bactéries qui aiment le sucre et les levures. OK? Alors, il faut penser que quand une personne vit des rages alimentaires ou des pulsions pour des substances consommées, il y a un groupe de bactéries qui s'en nourrit. Il faut l'aborder, il faut l'évacuer, il faut cesser de donner de l'huile sur le feu pour pouvoir venir à bout de traiter ces rages alimentaires ou ces pulsions. Donc, pour une personne alcoolique, par exemple, toi, dans ta pratique, ce que tu as remarqué, c'est qu'il faut d'une part arrêter l'alcool, les levures et les sucres, et d'autre part, j'imagine, se détoxifier ou une autre... Exactement. Okay. Et le bout qu'on voit moins de façon traditionnelle, c'est qu'on va dire aux gens, ben travaillez votre hygiène de vie, mais on ne dit pas comment. Mm-hmm. On va pas donner des outils. Donc, les gens continuent de manger ou d'avoir le même rythme alimentaire qu'ils avaient, par exemple. Donc, c'est difficile. Ça complexifie le traitement, je peux dire ça. Ouais. J'imagine. Oui, puis quand les gens comprennent qu'au fond, c'est-à-dire que la pulsion n'est pas, elle existe, elle est conduite par ces bactéries, ça soulage de dire, ok, tu sais, je perds pas la tête, là, j'ai vraiment des messages qui viennent de mon intestin qui me disent, faut que je mange ça, faut que je mange ça, là, ou faut que je consomme, là, c'est pas facile, là, c'est très intense. Elisa qui écrit « Bonjour, j'ai un profil dépressif en traitement depuis une vingtaine d'années, des troubles digestifs et intestinaux en prime bien sûr. Je mange de tout et ne fais pas très attention. Trop de sucre, trop de gluten, trop de laitage. Cependant, mon poids reste stable car je bouge beaucoup. Je ne peux pas me discipliner pour améliorer mon microbiote et éviter les maladies inflammatoires et les problèmes infectieux récurrents. Que faire? Merci de tout cœur pour ce partage. Je ne peux pas me discipliner. » Ben, c'est peut-être, on vient de répondre en partie à la question juste avant. C'est ça. Hein, la discipline vient évidemment de la cognition, des perceptions, des comportements, mais vient aussi d'avoir cessé de nourrir ces bactéries pendant un certain temps. Mm-hmm. Et quand on sait, ben OK, si je cesse de nourrir ces bactéries pendant 7 jours, 10 jours, parce que le microbiote intestinal, c'est magique. En quelques jours seulement, il y a une modification des bactéries. Alors, le microbiote s'adapte à l'environnement, à ce qu'on lui donne comme nourriture. Donc, quand on peut informer une personne, écoute, dans 6 à 8 jours, exemple, tu vas avoir une réduction de cette pulsion, de cette pensée, de cette obsession, OK? En appliquant des changements d'alimentation fonctionnelle, qu'on peut guider la personne en termes de jours. Ça donne beaucoup d'espoir. Ça rattache.
Ça donne quelque chose de concret. Alors, je pense que ça répond en grande partie à cette question. Et là, chez cette dame, on parlait de la prise d'une médication. Est-ce que ouais. Oui, depuis une vingtaine d'années. Bon. Je crois. Alors, évidemment, la prise de la médication vient aussi a un impact également sur le microbiote intestinal. Hein? Faut le dire. Oui. Oui. Faut le dire. Oui, c'est ça. Ensuite, une question de Pétetin qui écrit « Bonjour, Madame la Bonté. J'ai écouté votre conférence avec intérêt. J'ai des attaques de panique que je soigne avec des antidépresseurs. Ça marche bien, mais je ne veux pas continuer. Je ne prends aucun produit laitier. Je mange des légumes bio, peu de viande, peu de poisson, des fruits bio. J'essaie d'éviter le gluten. Quels sont les aliments qu'il faudrait que je supprime? J'ai souvent mal au ventre. J'alterne entre constipation et diarrhée. » Ça doit être un petit peu déprimant de se dire « Je mange tout ce qu'il faut, mais je continue à me sentir mal. » Oui, je comprends ton commentaire. Maintenant, ici, ce qui me vient en tête, c'est de dire, OK, disons que cette personne mange, on nomme qu'elle mange tout ce qu'il faut. Est-ce que justement, il manquerait peut-être certains aliments ici, dans la description que tu m'as donnée? Oui. Est-ce qu'on parle desquels ou on va pas là tout de suite? Ben, c'est-à-dire, c'est certain que si, je vais prendre cet exemple, mais faire un petit peu d'élaboration sur ce que cliniquement je pourrais observer. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui. Si une personne me nommait ça en clinique, bien, ma réponse serait de dire, l'anxiété ou les attaques de panique, nommons-les comme, réutilisons les mots ici, les attaques de panique ont trois déclencheurs. Le déclencheur externe d'un danger réel. Donc, si je suis soumis à un danger réel. Donc, ici, elle l'a pas nommé, mais on pourrait l'éliminer. Le deuxième déclencheur, c'est ce qu'on appelle un danger psychologique. Donc, par exemple, vivre une adaptation, un rejet, une rupture, un changement de travail. Donc, il peut déclencher un niveau de stress où on doit s'adapter. Elle l'a pas nommé ça ici. Donc, on arrive à ce que j'appelle la troisième condition, qui est les symptômes interoceptifs. Alors, si j'ai une personne qui fait des attaques de panique et que je peux évaluer que les symptômes déclencheurs de la panique semblent être intrinsèques, OK? Alors, ça va m'indiquer qu'il y a probablement un déséquilibre intrinsèque. Et une des causes les plus fréquentes de ce déséquilibre intrinsèque, j'en ai déjà parlé dans une de nos vidéos, c'est d'abord la prise de produits laitiers chez les gens qui souffrent d'attaques de panique récurrentes. C'est un facteur qui est corrélé avec les attaques de panique intrinsèques. OK? Est-ce que tu veux que j'explique pourquoi ou je rentre pas là-dedans? Oui, tu peux, oui. Rapidement. Oui, rapidement. Donc, les produits laitiers, pour nombreuses personnes, les gens n'ont plus d'enzymes pour digérer. Donc, c'est très difficile à digérer. Alors, ça crée un stress sur l'organisme, tout simplement. Et donc, lorsque la personne ingère le produit laitier, non seulement il y a une augmentation du sucre, mais le corps ne sait pas trop comment découper l'aliment, donc il va générer une attaque de panique. C'est assez simple comme explication. Mm-hmm. Première explication. Deuxième explication, je vais observer chez mes clientèles qui consomment peu de gras animaux ou pas du tout ou très peu, une réduction du pH, c'est-à-dire une augmentation du pH, mais une réduction de l'acidité gastrique sur le long terme. Et c'est un facteur de risque de développer de l'anxiété également, puisqu'on ne peut plus absorber certaines vitamines et minéraux convenablement. C'est une explication aussi qui est assez, je pense, simple, mais je vois ça fréquemment dans mes clientèles. Donc, tu vois ces clients-là qui recommencent à intégrer des gras animaux, leur état s'améliore. Exactement. Ça stabilise la glycémie, donc le sucre, mais en plus en augmentant l'acidité gastrique, parce que l'estomac est un endroit où l'acidité doit être extrême pour pouvoir détruire les intrus, les mauvaises bactéries, mais également pour pouvoir favoriser l'absorption des vitamines et minéraux, surtout le groupe B. Et si on regarde au niveau du développement des troubles mentaux, on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup lié à une carence vitaminique du groupe B. Donc, le lien il est ici, là. OK. Mm-hmm. Est-ce que tu voulais poursuivre après les produits laitiers ou non? Ben, je pourrais m'étendre sur 45 heures de données, mais je pense que je voulais juste comme cibler l'essentiel ou si une personne m'indiquait rapidement qu'est-ce que j'aurais tendance à répondre avec mes connaissances. Parfait. C'est ça.
Question suivante de Halal. Merci pour ce partage très intéressant. Certaines des notions abordées me parlaient, mais quelle difficulté de trouver sa voie dans les différentes approches aujourd'hui. Je peux comprendre? Par conviction, je suis devenue végétarienne depuis 2 ans et je me questionne sur l'impact de ce choix sur mon microbiote. Aujourd'hui, je lutte contre l'anémie, des troubles digestifs, la fatigue et une part d'anxiété. Comment faire évoluer ma santé sans créer de souffrance animale? C'est un sujet chaud, mais je pense Sujet important. chaud. Oui. Sujet très chaud. Oui, c'est ça. Alors, bon, j'ai répondu à une partie de la question, je crois, juste préalablement. Donc, évidemment, lorsqu'on retire de notre alimentation, que ce soit par choix, par conviction, par valeur, par goût, il y a des gens qui n'aiment pas le goût, bien, l'effet sur quelques années est on n'ingère plus il n'y a plus de cholestérol et donc il s'ensuit éventuellement une incapacité de la paroi de l'estomac d'absorber les vitamines et minéraux en raison de l'acidité gastrique. Okay? Donc, digérer un fruit ou un légume demande très peu d'acidité gastrique, mais digérer un morceau de bœuf, du poulet demande un niveau d'acidité gastrique important. OK? Donc, et c'est bien connu dans la littérature quels sont les effets d'une augmentation du pH de l'estomac. Et pour bien imaginer ça, j'invite les gens à comparer ça à une piscine. OK? Donc, l'estomac, c'est comme une piscine. On a besoin d'un pH extrêmement acide pour tuer les intrus, les parasites, les champignons, en fait, tout ce qu'on ne veut pas qui circule dans notre intestin et qui a causé des problèmes dans notre organisme. Si le pH de ma piscine n'est pas bien ajusté, que se passe-t-il? Bien, même dans une piscine, dans notre cour, on s'aperçoit qu'il y a une prolifération d'intrus. C'est le même concept. Fait que ça, c'est le niveau 1. Maintenant, le niveau l'élément plus chaud à répondre, c'est la deuxième partie de la question. Donc, en fait, je dois dire, il n'est pas rare que j'entende que les gens souffrent d'anémie, de troubles digestifs et ils développent des enjeux de santé mentale à la suite de ces choix, une grande fatigue, une perte de libido très importante. Donc, je veux juste valider les éléments qui sont nommés ici. C'est fréquent, j'entends régulièrement ça. Et ça fait du sens aussi avec ce que je viens de nommer, que le corps se positionne comme ça dans cette carence. Si je suis en carence de certaines vitamines, bien le corps va se mettre en mode de veille, la libido va être altérée, etc. Fait qu'il y a plusieurs concepts importants. Maintenant, comment? Bon. Ce que j'aurais tendance à répondre à une personne qui me pose la question, c'est bien ma vision du monde est qu'on a besoin des animaux pour que la planète survive. OK, ça a l'air pas mal intense, mais je m'explique. Pour ceux et celles qui jardinent ou qui aiment jardiner, vous avez probablement observé et utilisé vous-même dans votre jardin des crottins d'animaux, du fumier pour faire pousser vos beaux fruits et vos beaux légumes. Alors, les gens qui ont un peu de connaissances en jardinage savent que pour avoir une qualité du sol, des micro-organismes, un sol riche, il faut avoir du fumier d'un animal. Donc déjà, ça nous donne une idée que on a besoin des animaux pour régénérer la planète, pour se nourrir, et ça fait partie du cycle de la vie. Donc, est-ce qu'on peut accepter, lorsqu'on accepte cette partie de l'histoire, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'on ne peut pas se dissocier des animaux. On a besoin pour faire pousser nos beaux fruits, nos beaux légumes. Si je vais un peu plus loin que ça, les animaux, les os d'animaux régénèrent les prairies, régénèrent les pâturages. Donc, les animaux meurent dans la nature et leurs ossements servent d'engrais. Et si je vais encore plus loin, comment consommer l'animal ou ses dérivés, comme les os broyés, par exemple, les œufs, ou certains produits laitiers de haute qualité, tout en respectant l'animal dans sa nature, dans sa vie, dans son cycle de vie. Moi, je le vois beaucoup comme ça. Et respecter l'animal, pour moi, signifie deux choses. Ça signifie d'abord de choisir un animal qui a eu une belle vie, qui est en santé, hein, dans le pâturage, qui a été au soleil et dont les fermiers, agriculteurs se sont bien occupés. Un animal qui n'est pas stressé. Et ça signifie aussi, et ça je l'enseigne à mes enfants, qu'on consomme l'animal en entier. C'est-à-dire, je laisse pas des parties de côté. Si l'animal s'est sacrifié pour nous, pour notre famille,
on utilise les ossements, on utilise tout l'animal. Alors, j'ai développé des recettes ou des façons de m'alimenter où si je commande un animal de la ferme, bien, je vais utiliser toutes les parties pour faire des bouillons, par exemple, des os broyés. Et pour moi, c'est une façon de remercier l'animal qui s'est sacrifié pour nous. Tu fais tes os broyés? Oui, puis je les donne à mon chien, surtout en ce moment. Je fais des tests. Je fais des tests, oui, pour mon chien. Et oui, j'utilise les os pour faire des bouillons. On peut faire sécher les os pour faire des os broyés. On peut utiliser les jointures pour faire des belles bombes de collagène. J'utilise les pattes pour faire mes bouillons également. Les joues pour faire des... En tout cas, oui, j'utilise le plus possible de l'animal. OK. Oui. Pardon. Et moi, c'est très spirituel, cette partie de dire que l'animal se sacrifie, donc je l'honore. C'est plein de bon sens, là, en même temps. Oui. Et puis, mes enfants ont fait des fins de semaine en forêt, des semaines en forêt, des camps de survie en forêt. Puis, j'ai été très agréablement surprise de voir qu'ils devaient chasser ou pêcher leurs animaux pour consommer pendant ces camps. Et c'est la mentalité qui était enseignée. Hein, le respect de la nature, l'animal, tout ça. Fait que j'étais comme, waouh, ça rejoint vraiment... oui. C'est quand vous étiez au Québec ou au Mexique? Au Québec. Mais au Mexique, on pêche aussi. Alors, on est quand même, il y a une certaine autosuffisance. Et au Québec, on chasse. Puis on est dans le processus d'avoir de l'autosuffisance également. Mais on est amis avec des gens qui sont beaucoup dans l'autosuffisance et qui nous apprennent ces belles valeurs-là sur leur terrain. C'est magnifique. Il y a Malika, je pense, qui nous a ramené à l'ordre. C'est quoi le troisième déclencheur? Est-ce que ça se peut qu'on avait juste nommé 2, les produits laitiers, l'acidité gastrique? Des attaques de panique? Oui. J'ai-tu dit 3? Je crois que oui. Attaque de panique, l'acidité gastrique faible. Oui. Donc, l'absorption vitaminique et minérale se fait pas. Produits laitiers. Et, c'est drôle, je me souviens pas d'avoir dit 3. Ça va me revenir s'il y avait une autre cause, là. Parfait. Attends, je réfléchis. Hétéroceptif. Bien, évidemment, le sucre, tout ce qui est sous forme de sucre peut être un déclencheur du stress, là. Tout ce qui fait lever le sucre. OK. S'il y a une sensibilité au stress ou au cortisol, les gens peuvent déclencher des attaques de panique assez facilement. OK. Oui. Parfait. Marthe qui écrit. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Je reste sur mon appétit. Malgré que mon alimentation est saine, bio, sans produits laitiers, sans gluten, j'ai des troubles digestifs importants, un diagnostic TDAHI. Tu m'as expliqué que c'est quoi exactement? Trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Merci. Et malgré que je travaille avec une bonne naturopathe qui est aussi docteur en médecine, nous semblons avoir de la difficulté à remettre l'équilibre dans mon intestin. Avant que je te laisse répondre, Geneviève, j'ai bien compris en t'écoutant qu'il y a une grande part qui est liée à notre alimentation, mais au-delà de ce qu'on mange, il y a la toxicité là, qui peut entrer en jeu à travers tout ça. Exactement. Donc, les réponses... C'est-à-dire, c'est comme, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Hein? On peut parler de l'équilibre intestinal et de comprendre pourquoi mon microbiote est dans déséquilibre, mais on peut aussi se questionner si les gens s'alimentent bien et ont quand même des symptômes, ben il faut aussi penser à examiner, si tu veux, l'environnement. Alors, quels sont les autres éléments dans mon environnement qui pourraient créer des symptômes chez moi. Et des fois, c'est un peu inédit. Les gens sont surpris que je puisse nommer des choses telles que êtes-vous intoxiqué au chlore? Avez-vous déjà eu des inondations à la maison et des problèmes de moisissure? Décrivez-moi la liste des ingrédients dans votre crème pour la peau. Combien de fois par jour mettez-vous un écran solaire et alors il faut aussi voir avec la personne sur un plan quotidien à quoi est-elle exposée en termes de neurotoxines et toxines. Je veux juste te couper ici là, parce que je me demande comment ne pas tomber en hyper-vigilance quand tu deviens au courant de tout ça.
C'est une bonne question. Mais en fait, quand tu es au courant de tout ça, je pense qu'il y a une période d'adaptation où les gens disent « My God, j'aurais aimé mieux pas le savoir. » Mais après, on fait des choix. Hein, puis je le vois toujours comme, on va pas changer tout, mais graduellement, quand on achète un nouveau produit, par exemple, on peut se poser la question, faire un changement. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un changement positif, on s'en va dans la bonne direction. Il faut le voir comme ça, sinon, en effet, on peut perdre la tête. Là. T'sais, on ne change pas notre garde-manger au complet dans une semaine. Mm-hmm. On y va graduellement. Oui. Ouais. Ouais. Donc, on a parlé des moisissures, le chlore dans l'eau. On a parlé de la qualité de l'eau à la maison, la qualité de l'air. On peut parler des cosmétiques. On peut parler de la santé buccale. C'est une chose qui est souvent ignorée. Mais la bouche, c'est un microbiote. Et comme dans l'intestin, on a des bonnes bactéries et des moins bonnes bactéries. Et ces bactéries-là, je prends par exemple les études du docteur Dale Breedenson, qui est un chercheur connu sur la démence d'Alzheimer. Il note très bien dans ses ouvrages que lorsqu'il fait des autopsies chez les gens atteints d'une démence, il voit chez tous ces patients décédés d'une démence qu'ils ont une prolifération de mauvaises bactéries buccales dans certaines régions du cerveau. Alors, on sait que ces mauvaises bactéries-là peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique puis aller se loger. Et moi, j'appelle ça faire le party. Puis c'est drôle qu'on parle de cette dame qui a un diagnostic de TDAH avec hyperactivité et impulsivité parce que quand je vois des jeunes enfants en coaching, en suivi, c'est une des premières questions que je pose aux parents. Est-ce que votre enfant a une bonne hygiène buccale et se passe-t-il la soie dentaire? Parce que ça fait le party. Moi, j'appelle ça je veux faire rire les enfants souvent, fait que je leur dis, ça se peut-tu que tu aies des petites bactéries dans ta bouche qui vont faire le party dans ton cerveau? Ouais. OK. Donc, se passer la soie dentaire. C'est une stratégie très peu coûteuse qui est extrêmement importante. Oui. OK. Oui. Parce que ces mauvaises bactéries qui causent la mauvaise haleine, si elles ne sont pas bien évacuées, on les avale. Alors, que font-elles dans notre estomac? Et un autre party. Et elles peuvent aussi traverser la barrière hémato-encéphalique. Oui. OK. Malika qui demande, pouvez-vous noter le nom du docteur qui fait le lien? C'est... Comment il s'appelle? Dale. On parle de la démence ici? Oui, celui que tu viens de nommer. Oui. C'est Dale, D-A-L-E. Bree, B-R-E, D-E-N-S-O-N. Je l'ai écrit dans le chat pour tout le monde. Parfait. Est-ce que tu avais conclu pour cette dernière question ou tu voulais ajouter autre chose? Ben, les toxines, la liste est longue comme ça, oui. Mais il faut penser à tout ce qui est produits chimiques, additifs, colorants, faux sucre, tout ce qui est faux. Faux, hein, qui est un... Alors, c'est un indicateur qu'il y a une toxine. Et tout ce qui est neurotoxine. Donc, je tiens à nommer aujourd'hui que il y a des fortes tendances dans les instituts paramédicaux chez les femmes à s'injecter des toxines. Hein? Cosmétiques. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui, il y a une tendance. Oui, une petite tendance aujourd'hui. Oui. Alors donc, ça aussi, ça fait partie des toxines qu'on utilise. Le tatouage, l'encre des tatouages, par exemple. Donc, il faut vraiment voir du cas par cas à quoi les individus sont soumis dans leur quotidien au niveau des toxines et faire du ménage, en d'autres mots. Ça semble tellement banal, un tatou. Oui. C'est comment, si tu le sais pas, tu penses pas que ça peut te causer du tort. Non, mais imagine-toi, là, comme tu te fais tatouer avec une encre qui contient des dizaines de métaux lourds. Et puis là, tu te fais tatouer, mais c'est le derme, il y a une absorption. Ça va où après? Ça disparaît pas. Où ça va? Hein, ça va dans la circulation sanguine, ça va se loger dans les ganglions, ça passe le foie qui doit éliminer l'encre. Dépendamment du niveau de toxicité chez chaque individu, bien, est-ce que ton foie va être en mesure d'éliminer l'encre? Si tu te fais tatouer directement sur la thyroïde, qu'est-ce qui arrive à ta thyroïde? Est-ce que son fonctionnement est perturbé? Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, ils me disent je fais de l'hypothyroïdie, ils ont des tatous du menton jusqu'aux orteils.
j'ai beaucoup de difficultés à exclure ces éléments, bien que les tatous sont là, puis je peux rien faire, mais je veux dire, dans ma réflexion clinique, je me dis, OK, comment la thyroïde a réagi lorsque il y a de l'angle directement qui est arrivé là, dans la thyroïde, ou même dans des régions où il y a beaucoup de ganglions. Donc, tu sais, faut se poser des questions. Ce sont des métaux lourds qu'on retrouve dans ces encres-là. C'est ça. Okay. C'est un exemple. Merci. Merci Nadine que j'avais mal écrit le nom. Prenez la manière dont Nadine l'a écrit. Ah, je l'ai mal prononcé. Hein? Bredesen. Bredesen, OK. Voilà. Oui, donc Marthe, on lui a répondu. Thérèse, elle t'écrit un message. Elle pose beaucoup de questions, donc peut-être que tu pourrais y répondre une à une. Oui. Elle commence en disant « Beaucoup parlent du microbiote et de son importance, mais je n'avais jamais entendu une explication aussi claire sur le danger d'une trop grande quantité de mauvaises bactéries dans l'intestin, dont l'origine peut être les différentes pollutions qui génèrent des toxines transportées par le sang et venant créer des maladies mentales. La destruction de la mémoire peut-elle venir de là? » C'est sûr que je veux pas répondre de cause à effet. OK? Parce que, bon, c'est multifactoriel, bien que, oui, il y a une corrélation dans la littérature et le docteur dont j'ai nommé l'ouvrage s'est fait un plaisir de publier multiples ouvrages depuis 30 ans sur le sujet, fort intéressants, et en plus, ils sont accessibles en français, ce qui est assez rare. C'est rare que de la littérature en français. Donc, la réponse, c'est oui, il y a une corrélation. Parfait. Je poursuis. Comment savoir si nous sommes porteurs d'un trop grand nombre de mauvaises bactéries quand nous sommes persuadés de respecter notre corps en consommant bio, par exemple? Ça revient souvent, ça, hein? Oui. Bien, consommer bio, ça signifie qu'on enlève une toxine, le glyphosate. C'est-à-dire qu'on enlève un agent chimique, un pesticide. OK? Donc, c'est vraiment une stratégie extraordinaire, intéressante. Je pense qu'il faut l'adopter, mais on est soumis entre 1000 et 3000 produits chimiques par jour. Si on enlève le pesticide, c'est beaucoup parce qu'on l'ingère, on avale. Hein? Donc, c'est très, très important. C'est, d'après moi, le plus important. Mais il faut pas oublier les autres autour qu'on se met sur la peau, les savons qu'on utilise et tout ça. Là, on se rend pas compte qu'on déborde. Donc, la question est, bien sûr, la réponse est plutôt, c'est les symptômes qui vont nous indiquer si notre microbiote est en déséquilibre. Symptômes. Donc, le fait de se sentir, avoir des troubles digestifs, de pas se sentir bien après avoir mangé, je ne vais pas m'étendre sur les troubles physiques, mais c'est quand même lié des ballonnements, des gaz, des problèmes de constipation ou de sel. Tout sur le plan digestif, c'est un indicateur que notre microbiote est en dysbiose. Ensuite, les symptômes de santé mentale, donc spécifiquement les sauts d'humeur, l'irritabilité, la diminution de la libido, la fatigue chronique, les douleurs inflammatoires de type fibromyalgique et vraiment les altérations de l'humeur sont principalement les symptômes qui nous indique qu'il y a possiblement un enjeu au niveau du microbiote intestinal. Ensuite, l'hérédité m'interpelle aussi. Comment savoir que nous avons hérité d'un paquet de mauvaises bactéries qui seraient responsables de comportements inadaptés? Merci pour cette conférence très, très intéressante. Votre approche de la maladie mérite d'être connue. J'imagine que pour cette question-là, ça revient aussi à « on le sent ». On le sent, mais aussi on peut observer nos parents et nos patterns familiaux, dans le sens que si, par exemple, si je fais une évaluation de comment sont mes parents sur le plan de leur consommation d'aliments quotidiennes, de sucre, de drogue, de médicaments, d'alcool, de leurs maladies physiques et mentales, j'ai une assez bonne idée de ce que je vais hériter comme bactéries. OK? Je vais répondre à Nicole qui nous a demandé si la rencontre va être en différé. Oui, on va l'ajouter dès demain à notre chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir la réécouter par la suite. Ensuite, 3 petites questions, parce que là, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Ça passe vite. Je vois les questions rentrer dans le chat. J'ai de la difficulté à pas zioter. Moi aussi, mon regard Mon regard est attiré vers le chat.
L'eau qui demande « Quel est ton top 5 des priorités pour une famille de 5 pétantes d'énergie et de santé, mais qui veut s'optimiser? » C'est une bonne question parce que je parle toujours à des gens qui vont pas bien. Quoi nommer à des gens qui se portent bien? Bon, OK. Oui. Bon, je dirais évidemment, pour une famille en santé, on veut absolument consommer de bons gras animaux ou des protéines à chacun des repas pour maintenir cette vitalité. On veut absolument prendre de l'air, aller dehors et prendre du soleil à tous les jours pour stimuler le système immunitaire. Dépendamment des pays où les gens se trouvent, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de soleil. Ça, c'est un facteur qui affecte tout le monde, même les gens en santé. On veut également s'amuser, rire, avoir des bons moments ensemble, être connecté au niveau relationnel. J'observe les écrans qui prennent énormément de place dans les familles et dans les couples. Donc, ça, je dirais que c'est dans le top 3 priorités. Au niveau... Sinon, si tout le monde est en bonne santé, le sommeil va toujours être d'une importance capitale. Donc, je pense qu'on a nommé les principaux facteurs. De l'hygiène de vie standard, de manger biologique fait aussi partie de mes top 5. C'est très important. Manger biologique et de choisir ses instruments de cuisine parce que quand on cuisine énormément, on est chez nous dans notre cuisine, on veut donner des bons aliments de qualité puis qu'on cuit notre nourriture dans des batteries de cuisine qui relâchent beaucoup de toxines. On veut aussi investir dans des bons outils de cuisine. Oui, j'ai vu ta publication sur Instagram avec les poêles que ouais. Tu vois que l'aluminium ou en tout cas le métal a été tout enlevé tellement c'est gratté. Oui. Là, on se dit, mais si le métal n'est plus là, il est là. C'est ça. On l'avale. Puis surtout avec la chaleur, bien évidemment, ça fait dégager encore plus ces particules-là qu'on avale dans notre nourriture. C'est pas très intéressant. Et ce ne sont pas mes poêlons. J'ai loué un appartement et c'était les poêlons qui étaient là. Je les ai pas utilisés. Non, hein? Non. Non. Fait que j'ai voulu transmettre l'information en faisant une petite blague dans mon reel d'Instagram. Oui. Il y a Sylvie qui nous pose la question dans le chat. J'en prends quelques-unes quand je les vois. Oui. Je déborde un petit peu du cadre santé mentale, mais c'est parce que je sais que tu as vu un éventail de clients tellement large que peut-être que tu peux avoir une réponse. Oui. Go. La qualité du microbiote peut-elle avoir un rapport avec les maladies de peau type eczéma, psoriasis, pityriasis? Je ne connais pas. La réponse, c'est oui. Je vais répondre à 2 niveaux. J'ai moi-même reçu un diagnostic de vitiligo en 2020. C'est quoi le vitiligo? Le vitiligo, c'est une maladie inflammatoire qui attaque le derme et qui amène une décoloration. Okay. Donc, tu sais, quand on voit des gens qui ont des genres de taches blanchâtres qui arrivent sur le corps, c'est ça. J'ai eu un diagnostic en 2020. Okay. Alors, sur mon Instagram, j'ai publié un post que j'appelle un post dévoilement. J'ai partagé mon histoire. Alors, j'ai expliqué qu'en 2018, j'ai commencé à décolorer sur les jambes, mon corps, jusque dans mon visage. Puis on voit clairement la photo que j'ai partagée sur Instagram où je suis toute blanche ici du côté du visage. Ouais. Donc, spécifiquement, je ne traite pas les problèmes de peau. Je ne vois pas des clientèles qui souffrent, mais collatéralement, quand j'aborde l'intestin pour les troubles mentaux, parce que le vitiligo ou les autres problèmes de peau s'accompagnent d'une grande détresse chez les gens. Donc, souvent, les gens me consultent parce qu'ils ont de l'anxiété qui est comorbide avec le problème de peau ou de la dépression qui est comorbide. Et donc, en faisant des changements en alimentation fonctionnelle pour le microbiote, je m'aperçois, et je l'ai vécu moi-même parce que, comme vous pouvez voir, j'ai plus de tâches, que la désintoxification aide la cellule, la mitochondrie. D'ailleurs, il y a une belle formation qui est offerte par Conversation Santé sur les mitochondries, de la cellule à se régénérer et à traiter la peau. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que la peau, c'est un microbiote comme l'intestin, comme la bouche, comme l'anus, comme le vagin, qui possède sa propre composition de bactéries. Et le corps va préférer aller travailler les gros organes et l'inflammation interne avant d'aller traiter la peau. C'est comme le dernier endroit où il va envoyer son énergie. OK? Et c'est pour ça que pour certaines personnes qui ont de l'inflammation, bien, ça va sortir sous forme de problème de derme. Mais ça nous indique en fait un problème au niveau de l'intestin. Et il y a une auteure excellente qui a publié un livre qui s'appelle The Beauty of a Dirty Skin.
Je m'excuse, son nom m'échappe. C'est en anglais, mais c'est une dermatologue américaine qui publie que sur les enjeux intestinaux liés aux problèmes de derme. Donc, elle fait la corrélation entre les deux. OK. Je suis écrit dans le chat « The Beauty of a Dirty Skin ». Je vais aller l'écrire. Je suis en train de chercher le nom de livre. l'auteur. Il me semble que c'est Beau quelque chose, Docteur Beau ou Docteur... Skin, c'est Whitney Bowe. Je ne sais pas comment on prononce ça. C'est elle. C'est une dermatologue qui aborde, dans le fond, le traitement dermatologique des maladies de peau par l'intestin. Fait que ça rejoint vraiment mon approche, bien que le déclencheur est central là, au niveau de l'intestin. Parfait. Ensuite, la question de Mel. Comment, tu as répondu tantôt, mais je vais la poser quand même parce que c'est pertinent de le rappeler. Comment augmenter l'acidité gastrique et est-ce que cela a un impact sur l'équilibre de l'humeur? La réponse est oui. Oui, parce qu'on absorbe mieux les vitamines et minéraux lorsque l'acidité gastrique, le pH est bas. Donc, l'acidité est élevée, mais le pH, c'est une échelle inversée de pH. Le pH est bas et l'acidité est élevée. Donc, oui, c'est un facteur central. Et d'après moi, mon opinion clinique, c'est le premier facteur qu'on devrait adresser avec les gens qui souffrent d'altération de l'humeur avant toute intervention, parce que ça a un lien très important. Maintenant, comment on augmente l'acidité gastrique? Il y a plusieurs piliers d'intervention. Je vais en parler dans la formation de conversation santé. J'en parle. Mais idéalement, il faut consommer des gras. C'est ça. Il faut augmenter notre apport en gras et c'est la stratégie naturelle la plus efficace. Ouais. Est-ce que ça doit être nécessairement des gras animaux ou par exemple des noix, ça peut faire de temps en temps? Non, ça fait pas le même effet. C'est-à-dire que les gras végétaux ont une structure moléculaire qui n'est pas la même et le groupe B ne se retrouve pas dans les gras végétaux. D'ailleurs, Marion Kaplan, j'ai écouté son extrait puis elle l'explique. Oui, parfait. Elle explique qu'on n'a pas les enzymes de conversion pour les gras végétaux aux gras animaux. Puis elle a tout à fait raison. Donc, les gras végétaux, ce sont de bons gras. Ils ont leur fonction, on en a besoin dans l'organisme. Mais ici, on veut les gras animaux pour l'absorption du groupe. En fait, la santé mentale est surtout liée à la réduction de la capacité d'absorber le groupe B. Et le groupe B, ce sont des vitamines qu'on retrouve dans les produits animaux. Principalement. Et qui permettent à l'acidité gastrique de demeurer assez élevée, produire de la bile et tout ça. Et voilà. Plusieurs personnes veulent savoir quel ustensile de cuisine vous recommandez. Toi, tes poêles sont faites de quoi? Mes poêles. J'ai différents, dépendamment de ce que je cuisine, mais j'aime beaucoup l'acier inoxydable de type chirurgical. Okay. Parce qu'il n'y a aucun transfert. Tu peux chauffer à haute température. Il faut que ça soit de type chirurgical. OK? Donc, on peut commander ça en ligne. Il n'y a pas beaucoup de boutiques spécialisées, à ma connaissance, au Québec. J'utilise le fameux creuset. Ça, c'est en céramique creusé? En céramique, c'est ça. Okay. Donc, les ustensiles de céramique non peints, il ne faut pas qu'il y ait de peinture. Vraiment, le vrai creuset, le creusé, pas peinturé, là. Okay. Le fameux creuset. Et j'aime beaucoup utiliser la mijoteuse tout ce qui est cuisson à la vapeur douce. Par contre, la mijoteuse, mon seul bémol, c'est que certaines mijoteuses, ils ont une petite poignée, hein? Oui. Tu sais, pour lever le couvercle. Mm-hmm. Bon. Alors, certains modèles de mijoteuses, ils ont vissé la petite poignée dans l'espèce de couvercle et ça coule. Fait que comme la chaleur fait couler la vis, fait que c'est des métaux qui se retrouvent dans notre potion magique. Donc, faites juste attention quand vous achetez une mijoteuse de contrôler, là, la poignée, c'est la poignée du récipient là, qui est problématique. Okay. Sinon, les mijoteuses, il y a des mijoteuses de très belle qualité aujourd'hui pour cuire à la cuisson douce, qui est idéale pour notre santé. Parfait. Plusieurs personnes demandent dans les commentaires, est-ce que prendre un supplément de vitamine B, ça peut faire le même travail qu'augmenter son acidité gastrique? Non. C'est ça. Il y a certains problèmes avec les suppléments de vitamine B, à commencer par mais non, ça n'augmente pas l'acidité gastrique. Et même si je prends des suppléments de vitamine B et que mon acidité gastrique n'est pas optimale, et ça ne sera même pas absorbé. OK? Donc là, ce qui va se produire, c'est que la personne va comme prendre un supplément, le supplément ne s'absorbe pas, donc on voit l'effet opposé de l'anémie, c'est-à-dire la personne se ramasse avec trop de vitamine B. Le corps ne peut pas l'absorber.
Ce qui n'est pas mieux pour la santé. Ça crée comme c'est un précurseur de migraines et de d'autres problèmes de santé. OK, parfait. Valérie demande si manger des pâtes sans gluten au maïs altère la paroi intestinale. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Pour t'avoir écouté souvent, je connais ton opinion du maïs, mais je vais te laisser la partager à tout le monde. OK. Bon, le maïs, c'est une substance, c'est une céréale. Les gens croient souvent que c'est un légume qui a plusieurs problèmes pour ma part dans la littérature et parce que ce que j'observe, c'est que le maïs est indigeste, hautement indigeste. Alors, vous pouvez faire le test. Vraiment, c'est important parce que les gens ne savent pas ou ne croient pas ça. Mais si vous ingérez du maïs, il va ressortir dans exactement la même forme dont vous l'avez ingéré. Donc ça signifie que l'organisme, il ne sait pas quoi faire avec ça, mais pas du tout, puis ça passe tout droit complètement. Alors, ça crée un stress sur l'organisme, ça crée que ça peut lever le cortisol, ça nourrit les mauvaises bactéries. On appelle ça un sucre disaccharide. Et le sucre disaccharide, c'est que le corps peut ingérer ou absorber une particule de sucre qu'on appelle le sucre monosaccharide. Mais quand on entre dans les céréales, on arrive dans le disaccharide, c'est beaucoup plus difficile à digérer et le maïs, c'est le top du top, c'est le plus difficile à digérer. Ça passe tout droit. On n'en tire aucun bénéfice sauf nourrir ces mauvaises bactéries de sucre. Et ce que ça fait, c'est ce qu'on appelle la corrélation avec le foie gras. Alors, les populations qui consomment beaucoup de maïs ont ce qu'on appelle une augmentation de la prévalence du foie gras. C'est le foie qui est agressé, qui va répondre en créant une couche de cholestérol autour de ses tissus pour se protéger. On voit la même chose chez le canard qui est gavé au maïs pour manger du foie gras. Donc, il va réagir puis son foie va devenir gras. Ce qu'on ne trouve pas à l'état naturel, un foie gras de canard. Il faut le gaver pour que ça puisse arriver. Donc, on voit le même concept chez l'humain. C'est triste. Maintenant, le maïs, pour être consommé dans les populations, parce que j'ai voyagé au Mexique, évidemment, tu le sais, je suis beaucoup au Mexique, j'ai voyagé au Pérou. Quand je regarde un peu comment les gens consommaient le maïs dans ces populations qui sont des gros consommateurs de maïs, ils le fermentent. Alors, ils ont compris que le maïs ne se digère pas, même au Pérou, cet été. Un de nos guides disait, il y a personne qui consomme du maïs comme ça, juste ici, là. Premièrement, leur maïs, il n'y a pas d'OGM au Pérou. En plus, il n'y a pas donc d'usage de pesticides. Donc, 2 facteurs en moins du Canada, des États-Unis. L'Europe, c'est mieux. Ils n'ont pas d'OGM et moins de pesticides. Mais Canada et États-Unis, là, OGM et pesticides dans les cultures de maïs. Mais il disait, mon guide, on sait que c'est extrêmement indigeste. Donc, on le fermente, on le prépare, notre maïs, pour s'assurer qu'on ait les enzymes pour le digérer. Donc, ils ont compris quelque chose d'important, mais c'est comme si ce savoir ne s'est pas transféré chez nous. Mm-hmm. Donc, je préfère, s'il y a des pâtes à consommer de temps en temps, des pâtes de quinoa. Ça doit être goûteux, des pâtes de quinoa? En fait, étonnamment, c'est très, très, très similaire à la pâte de blé traditionnelle full gluten qu'on connaît. Ah! Oui, ça peut passer très inaperçu dans une famille, la pâte de quinoa. Ouais. Parfait. Mm-hmm. Thierry demande si l'inox chirurgical, c'est l'inox 1810. C'est une excellente question. Je ne m'en souviens pas. Il faudrait que je vérifie. Mais s'il fait une recherche sur Amazon avec batterie de cuisine, acier inoxydable de type chirurgical, ça va apparaître, le numéro va apparaître. Là. Il n'y a pas beaucoup d'options. OK. Oui. Bon, parfait. Peut-être 1 ou 2 questions parce que ça fait une belle heure qu'on est ensemble. Oui. Françoise demande, vous parlez de la viande, mais qu'en est-il du poisson pour l'acidité gastrique? Le poisson augmente. On peut en consommer, évidemment. Il y a des très bons gras dans le poisson. Donc oui, ça va permettre de stabiliser l'acidité gastrique. Mais par contre, il y a des vitamines qu'on ne retrouve pas dans le bœuf c'est-à-dire qu'on retrouve dans le bœuf qu'on ne retrouve pas dans le poisson. C'est pour ça que la viande rouge, pour les gens qui ont de l'anémie, pour des gens qui ont des carences en fer, pour des gens qui ont une acidité gastrique faible, va demeurer une des meilleures stratégies. Mais oui, les gens qui consomment du poisson régulièrement, parce que l'autre élément que je vois souvent en clinique, c'est que les gens me disent qu'ils consomment du poisson, mais une fois par très peu. Donc, si vous êtes un consommateur quotidien de poisson et d'œufs, et que vous ne subissez pas d'enjeux digestifs, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'il y a des vitamines dans la viande rouge qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Et dans les organes, j'ai oublié de le dire, parce que moi, je suis une fan, j'ai parlé de manger l'animal au complet. Dans les organes, foie, abats, tout ça, il y a des vitamines qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Faut aimer ça. En fait, oui, il y a des trucs. Il y a des trucs. Ouais. Il y a des trucs pour le consommer si on n'est pas habitué, mais j'imagine, au Canada, au Québec surtout, on est des très faibles consommateurs d'organes. Il faut avoir une qualité dans les organes pour consommer ces organes-là. Il faut que l'animal soit en santé. En Europe, j'ai tendance à croire, pour y être allé régulièrement, il y en a sur les menus et les gens sont habitués d'en consommer. Je pense que ça c'est plus accessible. Ouais. Ouais, non, chez nous, j'en ai mangé cet été parce que j'avais une grosse baisse de beaucoup d'anémie. Mm-hmm. Là, j'ai cherché des recettes pour être capable de le manger puis avoir du plaisir. Oui. J'ai fait un petit pâté de foie de poulet. C'était, pour vrai, vraiment bon. Oui, sous forme de pâté, c'est ce qui passe le mieux chez moi aussi. Oui, hein? Oui. Sous forme de pâté ou viande hachée, mélange de viande hachée avec les organes. C'est ce qui passe le mieux chez moi. Les enfants. Oui, je l'ai essayé. Ça en rend pas trop compte. Là, mais... Marie demande si ça peut être utile de prendre le pH salivaire. C'est une bandelette, le pH salivaire. En fait, c'est pas très indicateur du pH de l'estomac. Ça va plutôt tester le pH comme le pH urinaire, un pH total. Ça peut nous indiquer, dans le fond, dans la bouche, le microbiota de la bouche, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il y a un déséquilibre, mais dans la bouche? OK. Ouais. Ça commence Excuse-moi, vas-y. C'est un moyen indicateur. Okay. Je me fierais plus à mes symptômes physiques, à l'évacuation des selles, à mon état mental comme indicateur, à mes bilans sanguins si je suis carencée en vitamines et minéraux. Ouais. OK, parfait. Juste une petite... je veux mentionner André qui dit « Le poisson a des métaux lourds ». Puis je sais que tu en parles de ça. Veux-tu juste faire la petite nuance? Oui, alors, évidemment, plus le poisson est gros, plus il est resté, il a consommé d'autres animaux et la présence de métaux lourds est démontrée dans la littérature comme étant plus grande chez les gros poissons. OK? Chez le thon particulièrement. Et je sais que le thon, c'est un grand vendeur, il y a beaucoup de gens qui aiment en consommer, mais ce sont d'extrêmement gros poissons. On peut aussi parler des stratégies de culture, de pêche de ces poissons-là qui sont moyennes dans la littérature. Mais ce que je propose aux gens, c'est d'opter pour des petits poissons, des poissons gras, comme le maquereau, la sardine, le saumon, le saumon sauvage. Dans les poissons gras, plus les poissons sont petits, moins on a de chances d'y retrouver des métaux lourds. Donc ça, c'est un truc. Oui, dans la formation, j'ai mis les poissons qui sont recommandés, puis un site pour aller voir les pourcentages de métaux lourds. Oui. Ouais. OK, bon, mais super. Il reste vraiment beaucoup de questions, puis je voulais juste mentionner que plusieurs des questions qu'on a reçues en dessous de ta conférence sont liées à comment se détoxifier, comment je suis conscient du problème, maintenant quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Exactement. Puis je sais que tu peux pas répondre à cette question-là en 5-10 minutes, évidemment. Donc, à tout le monde qui nous écoute, sachez que Geneviève va être de retour dans les prochaines semaines. Je vous dévoilerai pas la date exacte encore. C'est pas confirmé, mais dans les prochaines semaines, elle va aborder plus en profondeur la notion de toxicité parce que je pense que tout le monde, même si on n'a pas des troubles de santé mentale, peut se détoxifier pour son plus grand bien. Oui, parce qu'en effet, c'est un précurseur du développement des maladies mentales et physiques, la toxicité. Hein? Alors, si on peut agir en prévention, c'est encore mieux. Si on est en santé maintenant et on veut rester, bien vieillir, avoir un cerveau qui fonctionne bien, un corps qui fonctionne bien, pourquoi pas? Ben oui, parce qu'on peut avoir aucun diagnostic, mais on peut se sentir un peu, comme tu appelles le brain fog, un petit brouillard mental que j'ai besoin de mon café parce que sinon, je ne suis pas concentrée. Ben ça, c'est un signe de toxicité, j'imagine. Exactement. On veut améliorer notre libido, notre vitalité, le sommeil. Donc, les gens ne voient pas toujours le lien entre réduire parce que en fait, l'élément important, c'est que quand le corps est occupé à se détoxifier, il ne peut pas utiliser son énergie pour les autres organes ou pour les autres fonctions. Hein? Donc, il va aller alimenter, dépendamment des gens. Il y en a des gens qui vont me dire, je souffre plus mentalement, je suis fatiguée, ma libido s'éteint, je dors mal. Donc, chaque personne va réagir différemment, mais l'idée, c'est que plus on est clean, plus nos fonctions vitales fonctionnent bien. Oui. Oui.
Merci Geneviève. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Aurélie qui dit un immense merci pour cette possibilité d'interagir. Merci à vous d'avoir été là. Merci à tous pour vos belles questions. Ça m'a fait un grand plaisir d'être présente. On se revoit bientôt, Amélie. Oui, bientôt. Merci encore. Puis merci à tout le monde. Le replay va être en place dès demain sur notre chaîne YouTube. Bye bye. Merci. Salut. Bye.